Bonjour à tous et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir présenter les résultats de cette étude concernant l'évaluation in vivo de l'efficacité des pratiques ethno-vétérinaires pour lutter contre les helminthoses chez les petits ruminants dans le sud de Madagascar. Alors, cette étude a été réalisée par AVSF en collaboration, AVSF Madagascar en collaboration avec le FOFIFA DRZVP, avec le financement du projet Eclipse de CIRAD et avec une contribution en partie également du programme AFAFI Sud. Avant de commencer la présentation proprement dite, permettez-moi de vous présenter l'ensemble de l'équipe qui a réalisé cette étude. Donc, vous avez M. Guillaume Parizet et M. Paulin Iac qui sont coordonnateurs national au sein de AVSF Madagascar, ainsi que Dr Patrick Razafson et son équipe Jean-Claude Razaf-Mandim et Alain Famar, qui ont été équipe d'AVSF sur terrain et qui ont assuré le côté logistique avec l'introduction auprès des éleveurs qui ont fait partie de cette étude. Docteur Galniana Modestine, qui est chercheuse et à la fois le chef du département de recherche zootechnique vétérinaire et piscicole au sein du FOFIFA, Dr Erlantonerina Ramarson et Dr Claudette Rangiamasman, également chercheurs au sein du FOFIFA, et enfin Monsieur Nicolas Angianarivuman, qui a prêté main forte dans la réalisation des activités sur terrain, y compris les activités laboratoires. Alors, comme plan de cette présentation, nous allons adopter le plan classique IMRED. Donc, dans l'introduction, on va parler du contexte général auquel l'étude a été réalisée, avec les problématiques qui sont posées et les objectifs de l'étude. Donc, c'est une étude expérimentale en fait. Par la suite, on va aborder les méthodes adoptées, donc la zone où l'étude a été réalisée, les populations qui ont été étudiées, ainsi que le protocole expérimental. Ensuite, on va essayer d'interpréter les résultats qu'on avait obtenus, ensuite de les discuter, d'apporter une conclusion, puis de parler un peu de la suite possible de l'étude comme perspective. Alors, comme contexte de l'étude, dans le sud de Madagascar, c'est une zone qui est, auquel le kiré est vraiment répandu. C'est un phénomène de sèche-fraîche et qui entraîne une insuffisance alimentaire en général dans la partie sud de Madagascar. C'est pour ça que AVSF essaie de favoriser l'élevage à cycle court qui vont permettre une meilleure résilience aux populations locales. Donc, parmi ces élevages à cycle court, on parle des petits ruminants, notamment les caprins, qui est en fait l'espèce qui est favorisée actuellement par AVSF dans le sud. Cependant, ces élevages font face à des difficultés, notamment du côté sanitaire. Donc, on peut parler, par exemple, de l'insuffisance d'intervention en santé animale, l'insuffisance de nombre de vétérinaires et d'agents en santé animale dans la partie sud, vu l'enclavement de la zone. Il y a aussi la difficulté d'accès. Là encore, AVSF a apporté de solutions par rapport à ce fait, par la formation d'agents communautaires en santé animale qui seront appelés les MMAV. Donc, parmi ces difficultés de côté sanitaire, on peut parler également des affections parasitaires, notamment, qui sont quand même assez importantes. Ces affections parasitaires, en fait, se manifestent par une forte morbidité et surtout une mortalité élevée chez les jeunes. Alors, comme solution adoptée par la population locale, en attendant l'intervention des agents en santé animale ou en alternative avec ces médecines conventionnelles, les éleveurs utilisent de plantes médicinales pour traiter les différentes pathologies chez les animaux. Alors, en 2017, AVSF, toujours en collaboration avec le FOFIFA DRZVP, a réalisé un état des lieux sur les pratiques ethno-vétérinaires locales dans le sud de Madagascar pour essayer d'avoir des informations sur ces différentes pratiques
et sur les plantes que les éleveurs utilisent. Alors, cette étude a permis d'enregistrer environ 421 préparations médicinales à base de plantes. Donc, ces 421 préparations ont été représentées par 126 plantes médicinales. Et parmi ces 126 plantes, 80 plantes ont pu être identifiées scientifiquement. On a constaté que la majorité de ces plantes, donc, elles sont surtout utilisées pour lutter contre les maladies parasitaires et également contre la diarrhée. Alors, c'est ce qui a mené à VSF à poser la question, est-ce que ces pratiques ethno-vétérinaires sont-elles réellement efficaces dans la lutte contre ces parasites chez les petits ruminants, en posant l'hypothèse que ces pratiques datent quand même de très longtemps et restent encore utilisées par les éleveurs actuellement. Donc, il y a forcément une efficacité là-dedans, mais ça reste à prouver. Donc, comme objectif de l'étude, alors, on a souhaité évaluer de manière scientifique l'efficacité des pratiques ethno-vétérinaires dans la lutte contre ces helminthoses chez les petits ruminants, donc dans la région Anjouy. Plus spécifiquement, ce qu'on avait fait, c'était d'essayer de sélectionner et regrouper les plantes et préparations médicinales qui seraient les plus pertinentes dans la lutte contre ces helminths. Donc, sachant que, en fait, dans la description des éleveurs, déjà, ils parlent de la maladie à traiter, ils parlent des plantes, ils parlent de dosage et de fréquence qui n'est pas forcément les mêmes. Donc, pour pouvoir réaliser l'expérience, on a fallu d'abord synthétiser toutes ces informations et d'essayer de proposer d'abord un protocole plus ou moins standardisé pour effectuer l'expérimentation. Ensuite, on va essayer d'identifier les genres de parasites internes qui sont rencontrés chez ces petits ruminants, donc notamment les caprins dans cette zone d'étude. Et enfin, on a procédé à l'observation et au suivi in vivo de l'effet des préparations médicinales chez les petits ruminants qui sont infestés en milieu naturel, donc l'étude expérimentale proprement dite. Alors, comme zone d'étude, comme il a déjà été mentionné précédemment, on l'a réalisé dans la région Anjou, donc pratiquement dans la partie, vraiment dans le sud de Madagascar, notamment dans deux districts, donc le district d'Ambovumbe et de Tsiumbe. Alors, le district d'Ambovumbe a été représenté par deux communes, la commune Sianamar et la commune de Marvat, ainsi que pour le district de Tsiumbe, on a la commune de Tsiumbe et la commune de Imong. Alors, on a en fait travaillé sur l'ensemble de 4 Fuktan pour le district d'Amuvumbe et sur 3 Fuktan, notamment dans le district de Tsiumbe. Concernant la sélection des plantes et préparations médicinales à l'issue de l'enquête ethno-vétérinaire qui a été réalisée en 2017. Alors, les critères qu'on a posés pour la sélection des plantes étaient que chaque plante qui devrait être sélectionnée devrait être utilisée chez l'espèce caprine ou ovine, donc chez les petits ruminants, et le nom scientifique de la plante doit être bien identifié. Ensuite, la plante devrait avoir été citée par plusieurs éleveurs, ou sinon que la propriété de la plante, la propriété antiparasitaire, donc anti-helminthique de la plante aurait déjà été documentée dans la littérature scientifique. Et la plante devrait être également une plante qui est quand même assez abondante, qui pourrait être encore exploitée, puisque si on arrive à valider la pratique, mais après, on aura des difficultés à les proposer aux éleveurs par la suite si ça pose problème à la biodiversité, puisque AVSF et FOFIFA aussi accordent une certaine importance par rapport à ce côté biodiversité. Maintenant, par rapport aux critères de sélection des préparations médicinales, alors la préparation qui a été décrite devrait être décrite pour traiter ce qu'on appelle le souk, donc c'est la dénomination locale des vers intestinaux en fait, et où le lint, donc le lint,
c'est la dénomination locale de la fasciola. Donc la douve chez l'espèce caprine. Et la préparation devrait être aussi administrée par voie orale, puisqu'il y a d'autres voies qui ont été quand même décrites par les éleveurs également. Ensuite, le dosage devrait être également bien défini par l'éleveur, ainsi que la durée de traitement. Et enfin, la préparation pourrait être également utilisée pour traiter le fivalane. Pas forcément, mais occasionnellement pourrait être aussi utilisé pour traiter la diarrhée, donc, puisque les maladies parasitaires, bien que la diarrhée n'est pas un signe pathognomonique en soi, ça reste un des signes de manifestation des maladies parasitaires qui pourraient être non connus par les éleveurs en fait. Alors, pour pouvoir identifier les genres de parasites présents, on a procédé par la coprologie qualitative en essayant d'observer morphologiquement les œufs de parasites, donc les genres de parasites qu'on a recherchés. On a recherché les nématodes, les trématodes, ainsi que de la cystode. Donc, dans les nématodes, on parle de strangles digestifs tels que les hémanchus, les oesophagostomum ou les trichostrongylus, également les strongyloides et les trichuriches. Et dans les trématodes, on a recherché les œufs de fasciola, les œufs de parenthystomum. Et enfin, dans les cystodes, on a recherché notamment les œufs de Monesia. Alors, dans cette technique de coproscopie qualitative, on a utilisé la méthode d'enrichissement par sédimentation pour rechercher les œufs lourds comme ceux des trématodes. Donc, ça consiste à faire sédimenter les œufs au fond d'un tube. Et ensuite, on a également utilisé la méthode d'enrichissement par flottaison pour rechercher les œufs légers comme celle des strangles digestifs. Donc, contraire à la sédimentation, là, on essaie de faire flotter les œufs par un jeu de densité. Le résultat est considéré comme positif dès qu'on observe un œuf type pour chaque type de préparation. Alors, comme population qui a été étudiée, on a travaillé sur des troupeaux de caprins, des groupements d'éleveurs qui sont encadrés en fait par la BSF. Un troupeau a été constitué d'au moins 25 têtes initialement, donc pour pouvoir avoir un nombre suffisant d'animaux éligibles. Donc, on parle d'animaux éligibles lorsqu'il est infesté avec un nombre d'œufs par gramme, donc un OPG supérieur ou égal à 150. Et un troupeau a été considéré comme éligible si il peut constituer 3 lots composés d'au moins 6 animaux éligibles. Donc, on parle de lot témoin, un lot témoin, ensuite un lot traité avec la dose 1. Donc, on parle de dose 1, c'est la dose normale selon la synthèse des pratiques ethno-vétérinaires qui a été recensée. Et un autre lot, un lot traité avec la dose 2. Donc, dose 2, c'est la moitié de la dose normale. Alors, on a choisi plutôt la moitié de la dose normale que de doubler la dose parce qu'on a travaillé directement in vivo chez les animaux. Et par souci de toxicité, donc on a voulu d'abord tester si à moitié dose, est-ce que la propriété anthelmintique est toujours effective au lieu de doubler la dose et d'avoir un risque de toxicité, de mortalité par la suite. Alors, comme étape de l'étude lors de l'expérimentation, nous avons d'abord effectué un prélèvement de fesses et, et des analyses coproscopiques quantitatives à J-2 de l'intervention pour identifier les animaux qui ont été éligibles donc à OPG supérieur ou égal à 150. Par la suite, on a traité le troupeau qui a été éligible, bien sûr, à base d'une préparation médicinale de choix, donc parmi la synthèse qu'on a obtenue, en respectant les différents lots, un lot traité à la dose 1, un lot traité à la dose 2 et un lot témoin, donc suivant, en respectant le protocole de traitement
selon la synthèse des préparations qu'on a obtenues. Ensuite, on a procédé également à des prélèvements de PCS et analyses coproscopiques quantitatives comme précédemment, AJ3, AJ7 et AJ14 après chaque traitement pour pouvoir vérifier en fait l'effet anthelmintique de la préparation médicinale, donc pour voir s'il y a effectivement une réduction d'excrétion d'œufs si la préparation médicinale agissait sur les vers intestinaux. Donc, pour cela, on a calculé le tréfaux ou taux de réduction d'excrétion fécale d'œufs à la fois AJ3, AJ7 et AJ14 après traitement. Alors, concernant les préparations médicinales qu'on a réalisées, il y a pas mal de types de préparations, mais selon la synthèse qu'on a réalisée, on a notamment la macération, la décoction et le jus. Donc, la macération, c'est en fait un processus d'extraction à froid qui consiste à laisser reposer des morceaux de la plante, qu'elle soit broyée ou non dans de l'eau, donc dans de l'eau froide. Et la durée de macération peut varier d'une demi-heure à une journée. La décoction, elle consiste plutôt à porter à ébullition une partie de la plante, donc une partie les parties nécessaires de la plante en fait. Donc, ces dernières peuvent être une plante entière ou sinon broyée et découpée en petits morceaux. Et la durée de l'ébullition est jugée en fonction de la coloration de la préparation obtenue, en fait, puisque la préparation va changer de couleur. Celle-ci peut être par la suite filtrée ou non. Donc, généralement, les plantes qui se font en décoction, ce sont des plantes qui sont amères. Et finalement, le jus, donc le jus, on parle de jus dans le cas de cette étude, ce sont des extraits liquides obtenus à partir de soit de broyage ou de pressage des feuilles. Avec ou sans apport d'eau. Et l'extrait peut également être filtré pour éliminer les résidus. Donc, comme certaines plantes comme les agaves ont besoin d'être un peu ramollies au feu avant d'être pressées. Et pour d'autres plantes succulentes comme les aloès, la feuille peut être coupée en morceaux ou sinon le long de sa longueur puis racler pour en extraire le gel ou le jus à l'intérieur. Ici, on a un exemple de macération. Alors, en fait, la plante a été découpée en morceaux. C'est un aloe et il reste à rajouter de l'eau et de laisser macérer pendant le temps nécessaire. La décoction, ça c'est un exemple de décoction avec les restes de feuilles de Nîmes là qui est à côté. Et ici, vous avez un exemple de préparation de jus. Donc là, vous avez des feuilles qui sont ramollies au feu, qui sont tordues pour extraire le liquide à l'intérieur, le jus donc, et est par la suite présenté dans une seringue pour être prêt à être administré. Dans le traitement des animaux, on a essayé d'identifier chaque animal par des PVC imprimés de numéros pour pouvoir les suivre et de ne pas se tromper sur les types de lots d'animaux, donc l'eau témoin, l'eau traitée, donc pour assurer leur identification. Les plantes médicinales, une fois préparées, on les a administrées oralement. Ensuite, les prélèvements fécaux ont été réalisés sur place et analysés au niveau laboratoire. Donc, AVSF a installé un laboratoire provisoire de parasitologie dans les deux districts, Tchumbe et Amboumbé. Pour pouvoir quantifier le nombre d'œufs excrétés par gramme, on a utilisé la méthode, donc la technique de McMaster, qui consiste à compter les œufs dans chaque réseau. N1 représente le nombre d'œufs dans le premier réseau, N2 le nombre d'œufs dans le deuxième réseau. Et l'ensemble est multiplié par 50 pour avoir le nombre d'œufs par gramme de fécès, donc nombre d'œufs excrétés par gramme de fécès. Et par la suite, on a calculé le taux de réduction d'excrétion fécale d'œufs en utilisant la
formule de présidente qui tient compte des témoins également pour s'assurer de la robustesse des résultats obtenus. Donc, dans cette formule, on utilise le nombre moyen d'œufs par gramme excrété avant traitement et après traitement pour les lots traités et pour les lots témoins. Alors, comme résultat obtenu au cours de cette activité de recherche expérimentale, d'abord dans la sélection des plantes et préparations médicinales, on avait recensé en fait 71 préparations à base de plantes pour lutter contre les parasites internes. Et ces 71 préparations sont représentées par 26 plantes médicinales. Donc, après sélection, après avoir appliqué les critères de sélection, donc on a retenu en tout 47 préparations médicinales citées, au cours duquel 6 plantes ont été retenues. Et de même pour les préparations pour lutter contre la diarrhée, donc il y avait 22 préparations qui ont été mentionnées avec 12 plantes médicinales différentes. Après avoir sélectionné suivant les critères qu'on a posés, on a retenu une seule plante qui a été citée dans 4 préparations médicinales différentes. Alors, en tout, il s'agit de 7 plantes. Donc, ces 7 plantes, ce sont potentiellement le laloagas, c'est la dénomination vernaculaire. Donc, le laloagas qui n'est autre que Agave angustifolia scientifiquement. Le laloas ou le sisal, n'est autre que Agave cisalana. Le fameux Nîmes, c'est le margousier indien qui est l'Azadirachta indica. Le Tchungat ou pervenche de Madagascar, c'est le Catharanthus roseus. Le Vauntsui qui est un aloe, donc l'aloe divaricata, et c'est une plante qui est endémique à Madagascar d'ailleurs. Le Voindelac ou Melia azedara, souvent confondu avec le Nîmes. Et enfin, le Runju, qui est un didieracier du sud. Donc, c'est la Liodia de Mosa. Donc, ces plantes, il y en a certaines qui ont déjà des propriétés antiparasitaires documentées dans la littérature, mais l'ensemble de ces plantes qu'on a sélectionnées en fait en vérifiant leur statut de conservation. Donc, ce sont soit des plantes invasives, soit des plantes qui ne sont pas encore menacées. Alors, voici quelques photos représentatives de chaque plante. Donc, vous avez le Nîmes, le Sisal, l'Aloagassi, le Voindelaca, la Pervenche, le Tchungas, le Vauntsui et le Ruhunju. Toujours dans la sélection des plantes et préparations médicinales, donc après synthèse de l'ensemble des préparations qui ont été citées pour chaque plante, on a le Nîmes, soit en macération de fruits, soit en décoction des feuilles, et l'administration se fasse pour la macération 2 fois par jour pendant 3 jours, et pour la décoction, elle se fasse 1 fois par jour pendant 7 jours. Et là, on a la synthèse des modes de préparation avec le dosage. Donc, chez les éleveurs, le dosage se fait soit par cuillère, soit par des tasses tasses à café, par exemple. Nous, on a essayé de les convertir en millilitres, donc en centimètres cubes, pour pouvoir faciliter l'administration et à la fois standardiser les dosages. Et par la suite, on a également les Vendée en décoction qui sont administrés 1 fois par jour pendant 7 jours. Le Tchungat ou la pervenche de Madagascar, préparé soit en macération, soit en décoction. Et ça dépend pour l'administration. En macération, c'est 2 fois par jour pendant 3 jours. En décoction, c'est 1 fois par jour pendant 7 jours. On a également le laloas ou le sisal en jus qui se fait administrer 2 fois par jour pendant 3 jours et le laloagas en jus également qui se fait administrer 2 fois par jour pendant 3 jours. Il y a 2 préparations, donc l'un préparation à froid, donc broyage des feuilles et pressage pour avoir le jus. La deuxième mode de préparation était le ramollissement au feu au préalable avant pressage pour avoir le jus. Donc, ces 2 préparations ont été citées à la fois pour le laloas et la laloagas, mais par manque de temps, on a dû
choisir l'un pour le laloise et l'autre pour la loi gaz. On a également le Vaunzui qui est préparé soit en macération, soit en jus, et le Runju préparé en macération. Donc, voilà la synthèse de l'ensemble des préparations pour les plantes qui ont été sélectionnées. Donc, comme nombre d'animaux au cours desquels on a intervenu, donc on a recruté 243 animaux. Donc, ces 243 animaux, ce sont les animaux qui ont été présentés par les groupements d'éleveurs. Et parmi ces animaux, 203 ont été éligibles, donc éligibles avec OPG supérieur ou égal à 150, au cours duquel on a traité 136 animaux et il y a eu 65 témoins en tout. Pour rentrer un peu plus en détail, donc on a pour le loi gaz, on a pu répéter l'expérience 2 fois, donc chez un troupeau numéro 6 et troupeau numéro 11, donc le loi gaz en jus. La décoction également de Nîmes chez 2 troupeaux. Pour le Runjouf, elle a été effectuée seulement sur un troupeau. Pour le Sisal en jus, sur un troupeau. Pour le Tchungat, donc la pervenche, la décoction sur un troupeau et la macération sur un autre. Pour le Vauntsui, sous forme de jus sur un troupeau et en macération sur un autre. Et pour le Vandelaka, en décoction sur un troupeau. Alors là, normalement, le nombre d'animaux éligibles devrait être minimum 18, puisqu'il a fallu 6 animaux par lot au moins. Donc, pour les 3 lots, il a fallu au moins 18 en tout dans un troupeau. Mais là, on peut voir que pour la loi GAS, il y a eu moins de témoins ici. Et pour la décoction en Nîmes, pour le nombre de traités, il y a eu moins d'animaux également. Cela est dû par des cas divers, par exemple la vente des animaux par les éleveurs ou sinon l'abattage pour des festivités. Donc là, on a eu quelques soucis, mais sur l'ensemble des expérimentations réalisées en général, on a atteint le nombre nécessaire pour réaliser l'étude. Alors, concernant les genres de parasites présents chez les petits ruminants, donc chez les caprins surtout, dans le sud, donc, on a pu observer jusqu'à 89% de prévalence de strangles digestifs chez les petits ruminants. Et ce qui est bien, puisque le test par la suite qu'on va utiliser va surtout essayer de comptabiliser les strangles digestifs. Le résultat est considéré comme positif dès qu'on observe un optif dans l'échantillon. Également, on a observé des strongyloides, des trichuris et également des cestodes, donc les monésias. Par contre, on n'a pas observé d'œufs de trématodes, donc il n'y avait pas eu d'œufs de fasciola et de paramphystomum dans les résultats qu'on a obtenus. Alors, avant d'entamer l'expérimentation proprement dite, on a quand même essayé de réaliser une phase test pour vérifier la toxicité, notamment à court terme des préparations qu'on a voulu tester. En général, on a pris des animaux, on les a claustrés dans un bâtiment d'élevage après avoir administré les préparations pour essayer de voir l'effet, s'il y a des effets secondaires ou si les animaux peuvent supporter l'ensemble des préparations, des dosages qu'on a appliqués. Alors là, on peut constater qu'on a effectué l'essai sur 8 animaux avec les différents types de plantes et de préparations qui ont pu être préparées et avec les différents types d'administration, que ce soit une fois ou 2 fois la journée. Donc, comme résultat, on n'avait pas observé d'effets secondaires apparents chez les animaux qui ont été testés au dosage qu'on avait administré. Donc, on peut conclure là-dessus que les dosages administrés ne présentent pas d'effets secondaires en fait apparents, d'au moins à court terme. Mais on se pose quand même la question si la même dosage reste non toxique chez les plus jeunes animaux, puisqu'on peut voir que, en fait, les éleveurs
ont une certaine réticence à proposer des animaux plus jeunes, comme il s'agit d'expérimentation, donc ils n'ont pas voulu proposer des animaux plus jeunes, mais plutôt à partir de 6 mois jusqu'à 24 mois. En plus, la toxicité à long terme, ça, il va falloir un peu approfondir, mais en tout cas, durant la durée du traitement, qui est d'environ 14 jours, on n'avait pas de problème d'effets secondaires ni de toxicité apparente. Alors, après expérimentation pour le Nîmes, qui a été préparé en décoction des feuilles et administré une fois par jour pendant 7 jours, donc on peut constater que la réduction d'excrétion fécale peut aller jusqu'à 62%. Donc, c'est un effet remarquable à J14, donc au 14e jour après traitement, on peut constater jusqu'à 62% de réduction d'excrétion fécale. Donc là, on peut dire que le Nîmes a vraiment un effet anti-helminthique. Après avoir répété l'expérimentation dans un autre troupeau, là, on a moins de réduction. Mais cela peut s'expliquer par la différence de localisation, par la différence de contexte, parce que il se peut que les zones fréquentées par ces deux troupeaux, parce que là, ça, c'était en Bouvumbé, le troupeau numéro 1, le troupeau numéro 9 était à Tsioumbé. Donc, ça peut s'expliquer par les différents contextes où les animaux ont été où les animaux vont se nourrir, au contexte géographique également. Mais en tout cas, là, on peut constater qu'il y a vraiment une réduction d'excrétion fécale, donc un effet anti-helminthique de la plante Nîmes. Pour le sisal en jus, qui a été administré 2 fois par jour pendant 3 jours, donc là, à dose 1, on peut constater qu'il y a une moindre réduction d'excrétion fécale. Par contre, à dose 2, là, on a jusqu'à 35% de réduction d'excrétion fécale. Donc, là, il va falloir encore un peu approfondir sur le pourquoi la dose 1, qui est normalement un peu plus élevée, a une réduction moindre par rapport à la dose 2, qui est pourtant à moitié dose, mais à effet un peu plus marqué. Donc là, il va falloir un peu approfondir sur ce côté-là, sur les raisons, mais en tout cas, on peut constater que le sisal a également un effet réducteur sur d'excrétion fécale d'œufs. Donc, on peut dire qu'il y a un effet anti-helminthique également pour le jus de sisal. Pour le Voindé en décoction, qui a été administré une fois par jour pendant 7 jours, là encore, on peut dire que l'effet au 14e jour après traitement, à dose 1, on peut avoir jusqu'à 31,59% de réduction. À dose 2, là, on a 46,90% de réduction d'excrétion fécale. Donc là, on peut conclure également que Voindélaka a un effet réducteur sur l'excrétion fécale d'œufs de parasites. Donc, l'effet antiparasitaire est là également. Pour le Chungets ou la pervenche de Madagascar, là, il y avait eu 2 modes de préparation, donc en décoction et en macération. Alors là, pour le lot numéro 10, malheureusement, le témoin n'a pas été valide pour ce lot-là. On va voir dans les discussions pourquoi ce lot n'a pas été valide, mais en tout cas, on s'abstient d'interpréter ce côté pour ce lot numéro 10. Cependant, pour le lot numéro 4 qui a bien été validé, là, on peut constater qu'à 14e jour après traitement, on peut encore avoir jusqu'à 36% de réduction d'excrétion fécale. Donc, l'effet antiparasitaire, l'effet anti-helminthique est bien présent pour la pervenche de Madagascar également. Pour le Vahunsui, il y a également 2 modes de préparation, donc en macération et en jus. Donc, en macération pour le troupeau numéro 5 et en jus pour le troupeau numéro 7. Là, on peut constater que pour la macération, la réduction d'excrétion fécale peut aller jusqu'à 75%. Donc, c'est assez vraiment marqué. Là, on peut dire que le Vahunsui, en tout cas en macération, est vraiment, la propriété anti-helminthique est vraiment marquée. Par contre, sous forme de jus, là, on peut remarquer que
la réduction d'excrétion fécale est moindre, donc à 4%, c'est vraiment très moindre. Donc, on peut dire que là, l'effet n'est pas bien apparent. Là, donc, il s'agit plutôt d'une macération. La macération est plutôt celle qui est valide pour Van Switch dans le cadre de la lutte contre les parasites internes. Concernant la loi GAS, pour le troupeau numéro 6, le témoin n'a pas également été validé. On va plutôt voir ce qui se passe dans le côté troupeau numéro 11. Donc là, on peut avoir une réduction dans les 28,5% à 14e jour après traitement. Donc là, on peut dire que on tient compte des témoins, donc cette réduction observée est vraiment attribuable à la plante, à la préparation qui a été utilisée. Donc là, on a quand même un effet anthelmintique, bien que c'est quand même assez faible, on va dire. Et pour le rundu, qui était une plante à la fois antidiarrhéique, malheureusement, le témoin n'a pas été valide également, donc on s'abstient de l'interpréter. Alors, concernant cette fameuse histoire de témoin non valide, donc là, on a, en fait, pour vérifier la validité des témoins, là, on a utilisé une autre formule qui permet de voir la réduction d'excrétion fécale entre deux temps. Donc là, il s'agit de voir la différence entre avant traitement et après traitement. Et bien sûr, là, on parle d'avant traitement, après traitement pour l'ensemble du troupeau, bien que les témoins ne sont pas traités. Après constat, là, par exemple, pour le troupeau numéro 6, là, on a une réduction jusqu'à 90% d'excrétion, ce qui serait vraiment impossible puisque les témoins sont censés être non traités. La possibilité, en fait, c'est que soit l'éleveur a quand même traité les animaux, donc les animaux, l'ensemble des animaux, ou sinon les animaux qui ont été témoins, donc qui n'ont pas été traités avec les plantes de préparation médicinale. Donc, soit l'éleveur a utilisé quand même des traitements antiparasitaires pour ces témoins-là, soit les facteurs externes qui sont non contrôlés, peut-être ça peut être dû par la consommation exagérée de plantes médicinales lorsque les animaux vont au pâture, mais c'est quand même assez improbable par rapport au taux de réduction de l'excrétion, ou encore par confusion d'identification, par exemple par perte de numéro. Alors, des éleveurs ont fait mention que les numéros se font arracher dans les buissons lorsque les animaux vont se nourrir au pâturage. Mais il y avait également des éleveurs qui ont avoué que pour certains, ils ont enlevé les numéros par souci de vol des petits ruminants par des gens qui seraient mal intentionnés en voyant que c'est un animal marqué. Donc, il s'agirait peut-être d'un animal de projet. Donc, ils vont se permettre de… Bon, quelque chose comme ça. Donc, en tout, il y a une possibilité de confusion dans les identifications pour certains, mais ça reste moins probable parce que l'équipe s'est assurée de prendre en photo chaque animal et le cas échéant où il y avait un souci d'identification, donc l'équipe sur terrain a essayé de vérifier chaque animal pour voir que l'identification correspond bien à l'animal en question. Donc, ça reste moins probable, cette confusion. Donc, bibliographiquement parlant des propriétés des plantes qui semblent pertinentes comme résultat de cette étude, donc pour le Nîmes, donc la Zadiracta indica, il y a plein de constituants chimiques qu'on présente là dans le diapo, donc entre autres les alcaloïdes, les saponosides, l'azadiractine et les tanins. Donc, il y a pas mal de constituants chimiques dans les feuilles du Nîmes, mais en tout cas, comme propriété pharmacologique, le Nîmes est déjà décrit comme antiparasitaire. Alors déjà,
euh, antimalarial, disons, on peut lutter contre le paludisme, contre également les parasites externes comme les gales et les poux. Le Nîmes a également des propriétés antibactériennes, anti-ulcéreuses, antipyrétiques, anti-inflammatoires et antifongiques. Donc, entre autres, il y a pas mal de propriétés, mais c'est celle qu'on a souhaité citer ici. Donc, comme toxicité, le Nîmes a été décrite comme toxique à forte dose. La plante est plutôt conseillée à appliquer notamment en externe plutôt qu'en interne. Mais après, c'est le dosage aussi qui fait, c'est la dose qui fait la toxicité. Donc, dans notre expérimentation, c'est surtout en essayant de jongler par rapport au dosage. Pour le Vendée, la Gaumelia azedarac, là encore, elle est riche en molécules chimiques telles que l'azadérectine ou encore les glycopeptides. Mais comme propriété pharmacologique, c'est à peu près assimilable à la plante Nîmes également. Donc, c'est un antiviral, antiplasmodial, antifongique. Et pareillement pour la toxicité, donc à forte dose, elle présente une toxicité et elle est surtout conseillée à appliquer par voie externe. Pour le Chungat ou la pervenche de Madagascar, donc c'est une plante qui est assez réputée déjà pour ses propriétés anticancéreuses, mais elle est riche en tanins et en triterpénoïdes. Donc, comme propriété pharmacologique, c'est une plante antibactérienne, c'est une plante astringente et anti-inflammatoire, avec, entre autres, comme propriété vermifuge. Et elle a été décrite comme toxique par voie interne. N'empêche qu'elle est quand même utilisée par voie interne par la population locale. Pour le Vaunsuj ou l'aloe divaricata, donc pour cette plante, c'est une plante qui est ses constituants chimiques n'est pas vraiment décrite dans la littérature, du moins dans la littérature qu'on a consultée. Mais par contre, comme propriété pharmacologique, elle a été décrite comme purgative, ocytocique, et elle permet aussi de consolider les fractures. Pour la toxicité, elle n'a pas été également documentée, en tout cas dans la littérature qu'on a consultée. Et comme propriété antiparasitaire, on n'a pas eu vraiment d'informations également là-dessus. N'empêche que dans l'expérience qu'on a réalisée, il semble qu'elle a vraiment un effet antiparasitaire, anti-helminthique. Concernant le sisal, donc l'agave cisalana, elle est également riche en constituants chimiques, mais comme propriété pharmacologique, elle a été décrite comme anti-inflammatoire, antioxydant, antibactérienne, à la fois nématodicide, et c'est également une plante antifongique. Et il semble que cette plante est peu toxique si elle est administrée à dose plus ou moins raisonnable. Concernant donc le taux de réduction d'excrétion fécale qui est au cœur de cette étude, donc qui nous a permis de constater s'il y a vraiment un effet par rapport à la réduction d'excrétion fécale. Donc, la formule, comme j'avais mentionné précédemment, tient compte déjà des témoins. Donc, les résultats obtenus sur la réduction d'excrétion fécale est vraiment attribuable à l'effet des plantes qui ont été testées. Donc, pour les plantes avec réduction d'excrétion fécale, on peut dire que les propriétés anti-helminthiques de ces plantes sont validées. Par contre, par rapport, est-ce que c'est efficace vraiment dans la lutte? Est-ce que ça suffit à lutter contre les éléments? Donc, là, il faut tenir compte vraiment du dosage. Donc, il reste à affiner dans le cadre de cette étude. Les résultats obtenus ont permis surtout de démontrer s'il y a un effet anti-helminthique pour les plantes, mais par rapport au dosage à administrer, il faut pousser un peu les recherches là-dessus, puisque il faut mentionner également que pour les animaux vraiment ciblés qui sont traités par les éleveurs dans le cadre des pratiques ethno-vétérinaires, donc ce sont surtout les animaux entre 3 à 6 mois, puisque ce sont surtout les animaux qui sont sensibles aux parasites, ce sont les animaux qui sont à forte morbidité et à forte mortalité, d'ailleurs, pour les parasites internes.
Donc, les dosages qui ont été décrits par les éleveurs, en fait, ce sont des dosages surtout qu'ils appliquent chez ces animaux entre 3 à 6 mois d'âge, alors que la majorité des animaux ont été surtout plus de 12 mois, donc des animaux qui sont assez âgés. Alors, encore une fois, on a bien posé les critères de sélection aux éleveurs, mais peut-être par souci, comme on parle d'une expérimentation, les éleveurs sont un peu réticents pour tester les animaux de jeune âge, peut-être par rapport à leur fragilité. Donc, ils ont préféré proposer des animaux un peu plus âgés. Avant de conclure des défis qui ont été relevés sur le terrain, donc, je l'avais déjà mentionné précédemment que il y avait certains éleveurs qui, malgré les explications, malgré les efforts de l'équipe dans les critères d'inclusion de l'étude, certains éleveurs ont quand même mis en vente des animaux qui ont été inclus dans les troupeaux qui ont été traités. Il y en a celles qui ont dû abattre les animaux pour des festivités et il y en a d'autres qui ont tout simplement retiré des animaux euh, au cours de l'étude. Il y a également des difficultés qu'on a rencontrées par rapport au regroupement des animaux, puisque théoriquement, l'étude devrait être réalisée sur un troupeau qui doit être mis ensemble le long de l'étude, mais comme l'ensemble des troupeaux qui ont été sélectionnés appartenaient pour certains à des groupes d'éleveurs, donc il y avait parfois ces difficultés de regrouper les animaux en fait. Néanmoins, ils évoluaient quand même dans le même contexte d'étude, donc ça n'a pas biaisé pour autant l'ensemble de l'étude. Il y avait également l'accessibilité dans les zones d'intervention qui était assez difficile. Heureusement que l'équipe sur terrain a pu rester chez les éleveurs pour la plupart du temps dans les traitements et AVSF a également facilité les déplacements au moment où il fallait transporter les prélèvements. Et enfin, on était également confronté on va dire, peut-être une manque de sincérité des éleveurs ou plutôt un mal compréhension des instructions. Donc, ça aussi, ce sont des difficultés qui ont été rencontrées. En tout cas, on a pu les solutionner à temps, donc ça n'a pas pour autant biaisé l'ensemble de l'étude. Donc, pour conclure en fait, cette étude, on peut dire que les plantes et les préparations à propriété antihelminthique qui ont été observées, donc qu'on a pu valider, on peut parler de la décoction de Nîmes, de Vendée et du Chungat, ainsi que de la macération de Ventouille et le jus de sisal également en quelque sorte. Par contre, les préparations médicinales qui n'avaient pas pour autant de propriétés antihelminthiques apparentes, il s'agit du jus de Ventouille. Et enfin, les préparations dont on a testé, mais dont l'analyse n'était pas pertinente à interpréter, puisqu'il y avait eu le problème de validation des témoins. Donc, on peut parler du jus de l'aloagas, de la macération de Chungas et de la macération de Runjuk. Donc, en gros, on peut dire que pour les plantes citées, décoction de Nîmes, Vandelaka Chungas, donc l'ensemble de ces plantes et préparations-là, donc on peut dire que la propriété antihelminthique de ces plantes avec les préparations mentionnées sont tangibles. Donc, on les valide. Donc, par contre, là, on peut voir que même pour la même plante, le mode de préparation peut varier l'efficacité de la plante, puisque en macération, le Wansui est valide, mais en jus, elle n'a pas été validée. Donc, en perspective de cette étude, on propose de mettre au point la dose adéquate, mais à la fois non toxique pour traiter les pathologies parasitaires internes à base des plantes médicinales qu'on a validées précédemment et plutôt chez les jeunes animaux qui sont surtout les animaux exposés au cas de parasitose. Donc, il s'agira d'une étude expérimentale, bien sûr, mais un peu plus affinée. Donc, en se focalisant plutôt sur un nombre de plantes
plus ou moins réduite, donc celle qu'on a validée tout à l'heure, et sur un pâturage plus ou moins contrôlé pour éviter l'interférence entre la consommation d'autres plantes médicinales au cours de l'étude. Et sinon, vraiment en claustration pour éviter également les problèmes de persuasion des éleveurs ou aussi de perte de vue d'animaux au cours de l'expérimentation, mais aussi d'essayer de prolonger également la durée d'expérimentation, puisque pour le moment, c'est une étude, on va dire, plus ou moins quand même préliminaire, puisque la durée était de 14 jours par troupeau, alors qu'il serait souhaitable également de prolonger un peu l'ensemble de l'expérimentation d'une préparation et d'une plante d'environ, on va dire, au moins 21 jours ou 30 jours, voire plus, pour voir l'effet à long terme des préparations, mais aussi les éventuelles toxicités. Alors, avant de terminer cette présentation, nous aimerons remercier professeur Christophe Chartier, qui est un professeur à UNIRIS, à l'Université vétérinaire de Nantes, qui nous a apporté un appui scientifique considérable lors de la réalisation de cette étude. Et il est à noter que le professeur Chartier était également déjà présent lors de l'étude précédente sur l'enquête ethno-vétérinaire pour recenser les pratiques ethno-véto des éleveurs dans le Sud. Nous aimerions également remercier l'ensemble des groupements d'éleveurs qui ont bien voulu participer dans cette étude, à savoir dans le district d'Ambovumbe, le groupement FIMA d'Anjamanir, le groupement Apeng d'Ambouis, le groupement Tamima de Miandassou, le groupement Miandvalsou de Marvat Centre, ainsi que les groupements du district de Tsioumbe, à savoir Anjanulav pour le Fuktan Anjamravatianou, le groupement Furensankina Fiumbunan du Fuktan Marwir et le groupement Seja Maasu du Fuktani Zafnjaval. Il est à noter que ce sont des groupements d'éleveurs de caprins soutenus par AVSF. Alors, ainsi s'achève cette présentation. Merci de votre aimable attention. Très bien, alors nous allons pouvoir passer un peu à quelques questions. Pour ma part, j'aimerais revenir un peu sur le travail que vous avez réalisé donc dans le sud de Madagascar. Déjà, un travail très impressionnant par les résultats que vous avez sortis. J'aimerais avoir quelques précisions sur ce que vous avez trouvé dans la zone d'action. Vous parlez de plusieurs plantes que vous avez identifiées. Est-ce que ce sont des plantes qui sont proches de variétés qui peuvent avoir les mêmes propriétés et qui ont déjà été identifiées? Et est-ce que ces plantes-là existent uniquement dans cette région de Madagascar ou est-ce que c'est des plantes qu'on pourrait aussi retrouver dans d'autres régions et qui seraient donc utilisables dans ces autres régions? Alors, en fait, déjà pour les plantes qui sont utilisées pour traiter les helminthoses, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a constaté, que ce sont tous des plantes qui sont amères après préparation. Donc ça, c'est déjà le point commun. Par la suite, après, il y a quand même pas mal de variétés de familles de plantes qui sont utilisées. Alors, comme on avait parlé tout à l'heure, il y avait 126 plantes décrites. En fait, par les éleveurs, il y en a ceux qui ont été identifiés scientifiquement, donc jusqu'à 80 plantes qui ont été identifiées scientifiquement. Et il y en a d'autres qui restent non identifiées scientifiquement, en tout cas jusqu'à l'espèce, puisque je parle scientifiquement jusqu'à l'espèce. Il y en a ceux qui ont été identifiés seulement jusqu'au genre, mais pas pour autant au niveau espèce. Et parmi ces 80 plantes identifiées, donc il y a vraiment différentes sortes de familles et de genres de plantes. La partie sud de Madagascar est en fait assez riche en matière de plantes médicinales. Nous-mêmes, on était un peu étonnés au moment de la réalisation de l'étude lors de l'enquête, puisque vraiment, il y a beaucoup de plantes qui ont été mentionnées, de familles de plantes qui ont été également identifiées après. Là, vous avez différents types de styles. Donc,
les ectoparasites et les pathologies cutanées, les diarrhées, les maladies infectieuses, les retentions placentaires, l'intoxication, ainsi que les accidents musculaires. Donc, ça, on va dire que ce sont des exemples de plantes médicinales avec leurs différentes familles qui ont été citées par les éleveurs. Et là, ce que vous voyez là, ce sont celles qui ont été les plus citées. Et là, on peut constater qu'il y a vraiment un panoplie de familles et d'espèces de plantes différentes pour différents types de traitements également. Alors, juste pour préciser, pour ne pas qu'il y ait d'erreur, c'est bien que ce poster qui a été fait est issu de la première étude ethno-vétérinaire de 2017 qui a permis d'identifier les plantes traditionnellement utilisées par les éleveurs mais sans validation scientifique par la suite. Et que c'est suite à l'étude ensuite là, qui vient d'être faite en 2021 et dont on vous a présenté les résultats, que certaines de ces plantes ont été vérifiées selon un processus scientifique pour le traitement des élevintoses. Donc, tout ce qui vous est présenté là, ici, sont bien des usages ethno-vétérinaires, mais toutes n'ont pas été vérifiées scientifiquement encore. La majorité des plantes que nous avons citées tout à l'heure, en fait, les nimes, les voindélaga et le reste des plantes, elles peuvent être rencontrées un peu partout dans le monde, hein. Et même la pervenche de Madagascar, on peut la rencontrer ailleurs maintenant, sauf pour la plante dite Ruunju, la Liodia dumosa, qui en fait est une plante notamment retrouvée à Tsiumbe surtout. D'accord. Mais Merci sinon, beaucoup pour cette réponse. Toujours un peu dans la même veine, sur les différentes plantes que vous avez identifiées, 4 d'entre elles, si mon souvenir est bon, étaient considérées comme invasives. Est-ce que c'est, entre guillemets, la possibilité de pouvoir d'utiliser ces plantes comme des plantes médicaments pourrait potentiellement aussi permettre de revaloriser cette espèce invasive, ou est-ce qu'on parle de quantités qui sont quand même trop faibles pour impacter le couvert végétal? Si on l'utilise vraiment à ces fins-là, je pense que ça va réguler, enfin, personnellement, hein, je pense que ça pourrait réduire l'invasivité de la plante. Mais comme c'est une plante qui est utile à plusieurs fins, comme m'a dit Erland tout à l'heure, on peut l'utiliser, même le Nil, là, on l'utilise pour l'agriculture aussi, hein. Donc, c'est une plante, si on pousse les gens à vraiment l'utiliser comme plante médicinale, entre guillemets, ça va, je pense, limiter un peu, comme vous le dites, son effet invasif. Que ce sera vraiment une plante utile après. Dans le chat, nous avons donc une question qui a été posée, que je vais vous lire. Donc, une question de Daouda Kassier, qui déjà vous remercie pour la présentation et qui vous pose la question suivante. Les éleveurs font-ils des combinaisons de plantes pour les traitements? Si oui, ces combinaisons ont-elles toutes été testées et validées dans votre étude? Effectivement, il y a des combinaisons de plantes qui ont été mentionnées par les éleveurs. Cependant, dans le cadre de l'étude qu'on a réalisée, puisque c'est déjà une étude qui était réalisée en 6 mois déjà, avec pas mal de plantes qui a été testées. Donc, on n'a pas pu, pour l'instant, tester des combinaisons, puisque en combinant des plantes également, on devrait également voir la proportion, on devrait standardiser la proportion par rapport aux décrites par les éleveurs. Donc, on a déjà pas mal de plantes qui ont été citées et qui ont été utilisées individuellement pour chaque préparation. Donc, on a préféré prioriser d'abord ces plantes-là
plutôt que d'avancer directement dans les combinaisons de plantes. Mais n'empêche qu'il y a quand même des plantes qui ont été citées en combinaison dans les préparations des éleveurs. Très bien, j'espère que ça répond à la question de Daouda. Donc Daouda, n'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas et si vous avez bien sûr d'autres questions. Je vous propose de peut-être aborder certains points que vous aimeriez développer, plus particulièrement peut-être des perspectives que vous auriez pour des recherches similaires dans d'autres zones. Ça serait peut-être intéressant de savoir si AVSF prévoit des études similaires à d'autres dans d'autres régions de Madagascar ou si c'est un travail que pour l'instant vous n'avez pas vocation à itérer ou à réitérer. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ces types d'études ont été priorisés dans le sud pour les raisons qui ont été exprimées dans le contexte au départ de la présentation, c'est-à-dire à la fois le côté isolé de cette région par rapport au reste de l'île, qui la rend particulièrement dépendante on va dire, la mauvaise distribution des médicaments, j'allais dire vétérinaires, mais là, ce médicament en général, hein, touchant même la population humaine, et donc qui demande effectivement de trouver où il est plus prioritaire de trouver des alternatives de traitement vétérinaire disponibles localement que sur d'autres régions. C'est aussi une zone où l'élevage est beaucoup plus prégnant dans la culture et dans les économies locales que d'autres régions, étant donné que beaucoup de ces ménages sont très vulnérables face aux épisodes de sécheresse, face à des conditions climatiques qui quand même alourdit beaucoup les productions agricoles et très dépendantes de l'épargne sur pied, c'est-à-dire que constituent les troupeaux notamment de caprins. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on priorise cette région. Comme l'a dit Irlande, il reste encore on va dire, des détails à fournir sur la composition, sur les dosages, sur l'accessibilité de ces traitements pour les individus plus jeunes, éventuellement sur les combinaisons à faire pour avoir plus d'efficacité, qui pour l'instant nous motive davantage à essayer de creuser cette question sur zone plutôt que de l'étendre au reste de Madagascar. Après, je pense aussi qu'il existe des études, si ce n'est similaires, du moins approchantes dans le reste de Madagascar. Je ne sais pas si le docteur Modestine a des exemples à citer. Beaucoup de recherches s'orientent maintenant sur l'utilisation des plantes médicinales à Madagascar. Par exemple, c'est surtout en externe, en utilisation externe par rapport aux parasites ou aux bactéries des dermatoses, qui sont, on essaye maintenant d'utiliser des huiles essentielles de Ravsar, par exemple, ou autres, puisque les éleveurs, comme dans le sud, ils ont commencé aussi à utiliser ces huiles essentielles ou ces isoflorales, on dit, c'est-à-dire le sous-produit de l'extraction d'huile essentielle pour les dermatoses, par exemple. Et c'est de plus en plus en vogue, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Eh bien, merci beaucoup de ce travail très complet. Je n'ai pas l'impression qu'on ait forcément plus de questions dans le chat, donc voilà, je vais bien sûr vous laisser le mot de la fin, mais je tenais encore une fois à vous remercier pour le travail que vous avez réalisé dans le cadre du projet Eclipse, pour les résultats que vous avez sortis et tout particulièrement pour la pertinence de ce travail, comme vous l'évoquiez. L'objectif d'Eclipse, c'est de trouver des méthodes innovantes pour adapter l'agriculture au changement climatique et socio-économique. Je pense que là, on peut faire difficilement plus dans le sujet. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre travail. Je vais vous laisser conclure si cela vous va. Écoutez, merci beaucoup. Merci au projet Eclipse de nous avoir permis de faire cette étude qui va vraiment dans la continuité de ce qui avait commencé dès 2017. Et nous, à VSF, nous sommes très fiers d'avoir pu
contribuer avec ces quelques résultats qui, j'espère, seront utiles, bien sûr, à Madagascar, mais aussi dans les autres pays concernés par l'initiative. Je remercie aussi énormément le FOFIFA DRZVP qui a été plus qu'un partenaire, mais vraiment un collègue précieux et très professionnel sur la mise en œuvre de cette étude qui a permis de vous présenter donc ces résultats aujourd'hui. Je souhaitais une bonne continuation à l'ensemble des collègues et partenaires présents, en espérant qu'on puisse se retrouver même après Eclipse pour d'autres échanges.